Là, ça commence à ressembler à une baisse. Faut-il s'inquiéter? Eh bien, c'est ce dont on va discuter dans cet épisode. On va faire le point sur les pertes assez colossales que j'ai essuyées depuis le début de cette baisse. Et puis on va prendre le recul de l'histoire parce que j'ai trouvé un article qui avait l'air tellement intéressant que je me le suis gardé pour qu'on le lise ensemble. Ce que nous avons appris avec 150 ans de crash boursier, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Avant ça, évidemment, je commence par un disclaimer parce que c'est une vidéo de finance. Donc je ne suis pas conseiller financier, rien de ce que je vous dis n'est un conseil, je ne connais pas votre situation, vous ne connaissez pas la mienne, ce que vous voyez dans ces vidéos, eh bien ce sont des choix qui me sont propres, chacun doit faire ses propres choix et l'investissement comporte un risque de perte en capital et dans les périodes de baisse, vous le réalisez assez franchement parce que si vous avez commencé à investir en début d'année et que vous voyez que vous faites peut-être moins 10% sur vos investissements, peut-être plus, oui, ça pique un petit peu, et puis si vous vendez en perte, vous avez effectivement perdu de l'argent. Donc quand on dit il y a un risque de perte avec les investissements, c'est exactement de ça qu'on parle. On va faire le point en prenant le cas du SP500. Si on met le SP500 year to date, voilà, il a commencé l'année à 5880 points. Aujourd'hui, il est à 5600 et la baisse est encore plus spectaculaire quand on se met à une semaine en fait. C'est depuis une semaine que ça a commencé à se casser franchement la figure. Regardez, si on se met à un an, on voit que la baisse est quand même assez spectaculaire. Là, ça a quand même pas mal chuté. Si on se met à 3 ans, c'est quand même un petit peu plus anecdotique comme baisse, mais vous voyez qu'on la voit, on voit que ça pique quand même pas mal. Mais si on dézoome encore plus, la baisse on la voit plus en fait, on la voit pas encore et elle est pas aussi profonde que le gros crash qu'on a eu pendant le Covid. J'avais oublié, mais il y a eu des journées à moins 8% pendant le Covid et une journée à moins 8%, en fait c'est quelque chose qui peut surprendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour prendre le recul, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre maintenant vraiment du recul en nous plongeant dans cet article. Alors bien que leur durée et leur gravité aient été variables, le marché s'est toujours rétabli et a toujours atteint de nouveaux sommets. Donc évidemment un Morningstar, ça fait partie de ces boîtes qui ont quand même plus ou moins intérêt que vous ayez un maximum de gens qui investissent parce qu'ils vendent du service financier, mais les faits qu'ils présentent sont des faits qui sont avérés. Évidemment la performance passée, ça ne présage pas de la performance future, mais au moins ça permet de nous faire une petite idée. Alors ce mois-ci, 5 années se sont écoulées depuis la chute du marché de la Covid. Bien que la baisse initiale du 9 mars ait été spectaculaire, moi j'ai commencé à investir fin février. Et donc la baisse du 9 mars, je l'ai bien senti. Le marché boursier américain a perdu près de 8% dans la journée. Donc dites-vous bien, on commence à investir, on sait pas vraiment ce qu'on fait, on en parle à peine à notre femme, etc. Et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et en plus je faisais quelque chose d'encore plus fou, c'est que donc du type voilà, je vais acheter 2 actions ING. Les premières actions que j'ai achetées dans mon parcours d'investisseur, c'était des actions ING, ce qui est pas malin du tout, mais c'était vraiment banque, argent, j'achète. Enfin, c'était vraiment mon niveau de connaissance quand j'ai commencé à investir. Les actions coûtaient peut-être 10 balles ou quelque chose comme ça. Et donc, j'achetais comme ça plusieurs fois par jour des actions à 10 balles en payant 1 euro de frais dessus. Enfin, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Mais 2 ans plus tard, le marché boursier a connu une baisse encore plus importante. Le marché américain s'est finalement remis de ce crash en seulement 4 mois, ce qui en a fait la reprise la plus rapide de tous les crashs de ces 150 dernières années. Et c'est ça qui était un petit peu sympa, si on peut dire, c'est que quand on se fait un crash comme le Covid, eh bien, c'est un crash où on voit plus rapidement les différentes étapes de oulala, mais on va tous mourir, c'est bientôt fini, etc. Tiens, là on a peut-être acheté un bottom, faux espoir, tiens ça remonte, oh mais ça remonte. En fait l'investissement c'est facile, en fait l'investissement c'est simple, il suffit de tenir et d'investir, etc. Mais ça peut être un peu plus compliqué que ça. Et le crash qu'on a eu 2 ans plus tard était un crash qui était un petit peu plus désagréable. Même pas 2 ans plus tard, le marché boursier a connu une baisse encore plus importante. Le marché a mis 4 fois plus de temps à se remettre du crash de décembre 2021, provoqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'inflation galopante et les pénuries d'approvisionnement. Qu'avons-nous appris? Il est
impossible de prévoir la durée d'une reprise boursière. Si vous ne paniquez pas et que vous ne vendez pas vos actions, quand le marché s'effondre, vous serez récompensé à long terme. Donc jusqu'à présent, c'est ça qui s'est passé. Voilà, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais jusqu'à présent, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le crash de la Covid et la baisse de l'inflation en Ukraine sont peut-être les souvenirs les plus récents, mais ces leçons sont également valables pour tous les autres crashs historiques des marchés, bien qu'ils aient eu des durées différentes. Quelle est la fréquence des crashs boursiers? Le nombre de crashs dépend de l'époque à laquelle on remonte et de la manière dont on les identifie. Nous nous tournons ici vers les données de l'ancien directeur de la recherche de Morningstar, Paul Kaplan. Écoutez, on l'embrasse. Les données de Kaplan comprennent les rendements mensuels du marché boursier américain depuis janvier 1886 et les rendements annuels basés sur la période 71, d'accord. Donc il remonte jusqu'à 71, mais parfois c'est annuel, parfois c'est mensuel. Dans le graphique ci-dessous, chaque épisode de marché baissier est indiqué par une ligne horizontale. Ah bah écoutez, c'est intéressant. Là on en a un qui est bien violent, c'est quoi? C'est la crise de 29 ? Non, c'est pas la crise de 29, c'est la crise de la Première Guerre mondiale, ça. Et influent de ça, donc il y a eu une petite pandémie comme ça, une grippe, la Grande Dépression, et donc là, ouais, ça doit faire flipper quand même. Post-war, oui, il y a une grande dépression, puis la Seconde Guerre mondiale, donc là, ils se sont mangés quand même une période assez compliquée, mais regardez, il faut comprendre que là, si vous continuez à investir, bah en fait, vous baissez votre coût moyen et donc vous commencez à retourner en positif bien avant que le marché ait redepassé son plus haut historique. Donc on a encore un bear market, inflation, donc ça c'est des trucs autour de la guerre froide, crise des missiles, scandale du Watergate. Ah ouais, quand même, le Watergate, oui, je comprends que ça ait fait flipper parce que quand vous avez le pays le plus puissant de la planète qui a son président qui est mouillé jusqu'au cou et qui risque de démissionner, je comprends que ça fasse flipper un petit peu les gens. Et finalement, ça je pense ça c'est dans la mémoire d'encore beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui sont un petit peu plus âgés qui disent mais non, mais vous réalisez pas ce que c'est qu'une vraie baisse, vous réalisez pas à quel point on peut souffrir. Et là effectivement, avec le dégonflement de la bulle internet, là les gens ont dû souffrir pendant 10 ans, et le point c'est que quand vous êtes dans la baisse, que vous avez commencé à investir justement parce que vous étiez hypé par la bulle internet, de la même manière qu'il y a des gens qui ont commencé à investir parce qu'ils étaient hypés par la bulle de l'intelligence artificielle, bah on n'est pas habitué à investir, on vient de commencer à investir, et si on se tape un truc aussi grand que ça, on n'a jamais été récompensé, parce que c'est ça le problème. Si vous avez commencé à investir récemment, vous n'avez jamais été récompensé par la bourse. La bourse c'est juste un truc où vous avez mis votre argent et vous vous dites mais moi si j'avais laissé mon argent sur un livret A, bah au moins je gagnais pas beaucoup d'argent mais j'en perdais pas. Alors que là votre argent est concrètement en train de perdre de la valeur. Si pendant très longtemps comme ça vous n'êtes pas récompensé, bah vous pouvez être traumatisé et puis arrêter d'investir. Et il y a des gens, c'est leur profil en fait, ils se lancent dans une période qui est très difficile et ils ne s'en remettent jamais. Alors que comme ils le disent dans l'article, bah, si on continue à investir là, bah là on repasse en plus-value. Et là surtout si on avait recommencé à investir là, bah après c'est quand même hyper sympa, mais ouais, ça peut être assez inquiétant. Si on tient compte de l'effet de l'inflation, $1 investi dans un hypothétique indice boursier américain en 1870 vaudrait $31 000 aujourd'hui, donc c'est pas mal. $1 devient $31 000, donc faites le calcul, si vous mettez 100 balles, ça devient quand même assez vite sympa. Après, c'est difficile de vivre de 1871 à 2025, mais c'est pour ça que je trouve important de voir l'investissement comme quelque chose de générationnel, de vous dire, bah, ça permettra à vos enfants de partir de plus haut que vous, et d'atteindre des rêves que vous n'aurez peut-être pas atteints, même si je vous souhaite d'atteindre évidemment tous vos rêves. La croissance substantielle de ce dollar met en évidence les avantages considérables qu'il y a à rester investi dans le long terme. En plus, c'est si on tient compte de l'inflation, hein. Donc c'est quand même pas mal. Alors toutefois, la progression est loin d'avoir été constante, donc là il donne les plus grands crashs, la Grande Dépression, donc c'est une crise boursière de 79%, la pire chute de ces 150 dernières années. Perdre 79% de la valeur de son portefeuille, on doit quand même le sentir passer. La décennie perdue, donc ça c'est le deuxième plus gros crash, qui est un crash qui est quand même assez récent, qui comprend à la fois l'éclatement de la bulle internet et la grande récession, bien que le marché ait commencé. Mais oui, je me souviens de ça, mais à l'époque j'étais même pas encore dans le monde du travail, mais tout le monde parlait de ça, du fait il n'y a plus de travail, c'est fini, l'économie est définitivement morte, etc. C'était un contexte qui était effectivement assez anxiogène. Bien que le marché ait commencé à se redresser après l'éclatement de la bulle internet, il n'a pas retrouvé son niveau antérieur au crash de 2007. Oui, sauf si vous avez fait du DCA. Si vous avez continué à investir régulièrement, vous baissez votre coût moyen et donc quand ça remonte, vous prenez des hausses intéressantes. Et c'est seulement en mai 2013, soit 12 ans plus tard après le crash initial, cette période est la deuxième pire chute de l'histoire, et ensuite c'est l'inflation, le Watergate, etc. Donc ça veut dire que moi, ce que j'ai connu en tant qu'investisseur, à savoir le crash du Covid et le début de la guerre en Ukraine, c'est peanuts. Mais le crash du Covid, c'était quand même flippant, hein.
c'était quand même flippant parce que, mais je pense que c'est le propre de tous les crashs. Tous les crashs que les gens vivent, on se dit que c'est la pire chose qui nous soit jamais arrivée, mais le Covid, c'était quand même assez nouveau comme délire. Hein. Complètement confiné, vous allez mourir, enfin, c'était vraiment un contexte assez flippant pour investir et même pour vivre. Comment mesurer la douleur d'un crash boursier? Donc ça, ils expliquent qu'il y a un indice de douleur qui tient compte de la durée et qui tient compte de l'intensité. Et ensuite, ils classent tous les crashs. Donc le plus gros crash, c'est la Grande Dépression. Ensuite, c'est la décennie perdue avec l'éclatement de la bulle Internet. Vietnam, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, post-war, bear market, la panique de 1907. C'est quoi la panique de 1907 dans le monde de la bourse et de l'investissement? Salut, la panique de 1907, aussi connue sous le nom de panique des banquiers, a été une crise financière majeure aux États-Unis. Elle a commencé par une série de faillites bancaires et une crise de confiance, provoquant une forte chute des marchés boursiers. Pour y remédier, JP Morgan et d'autres banquiers ont dû intervenir pour stabiliser le système financier. Cette crise a montré la nécessité d'une banque centrale, ce qui a conduit à la création de la Réserve fédérale en 1913. C'est pratique, hein, cette version de ChatGPT, là, comme ça, sur votre écran. Si vous vous demandez comment l'avoir, il faut avoir un Mac avec une puce M1, vous savez, les nouveaux Mac, là, où on peut installer des applications dessus, un petit peu comme sur un téléphone ou sur un iPad. Et je trouve que la version de ChatGPT là-dessus est très pratique. Et donc, regardez, la crise du Covid, la crise dans laquelle j'ai commencé à investir et où je me disais, je suis vraiment un vétéran... Et ben c'est la crise qui fait le plus tiep de l'histoire. Et la guerre en Ukraine, qui était ma deuxième grande épreuve, et ben c'est seulement de 8.4 comme douleur. Vous voyez, le Covid, c'est même pas 1, ça c'est 8.4, à comparer avec... Ça peut monter jusqu'à 100 en termes de douleur. Et ça, les amis, je pense que ça doit nous rendre humbles. Donc peut-être que j'ai pas été assez humble par le passé sur cette chaîne, mais donc si on se mange effectivement une vraie grosse baisse, et ben ça peut piquer beaucoup plus que ça ne pique encore aujourd'hui, mais moi je continuerai à faire ce que je fais, à savoir investir régulièrement, investir tranquillement. Bien sûr également dans ces périodes-là, je regarde moins mes comptes, je suis moins préoccupé par l'investissement et je suis beaucoup plus préoccupé par la gestion de mon business, par le contenu que je peux créer, par la valeur que je peux apporter, et je me détache un petit peu de ça en me disant, bah de toute façon ça c'est quelque chose qui est sur le long terme. Et il y a un dernier petit point que je voulais développer avec vous, c'est que la baisse qu'on se mange actuellement, si vous êtes particulièrement investi aux États-Unis, eh bien c'est une baisse qui est amplifiée par le fait que dans le même temps l'euro remonte par rapport au dollar. Donc ça veut dire que quand votre compte est libellé en euros, eh bien vous pouvez avoir des jours comme aujourd'hui où vous dites tiens mais c'est bizarre, les marchés sont pourtant dans le vert. Et bien si dans le même temps l'euro est en train de monter par rapport au dollar, la valeur de vos investissements en dollars est en train de baisser. Mais ça c'est pas quelque chose qui me gêne parce que les risques de change, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Voilà, je continuerai en tout cas à être sur le pont, je continuerai à documenter l'ampleur du crash. Donc on a commencé l'année où j'avais en plus-value cumulée autour de 43, j'ai fait une pointe à 44 000, et donc ça veut dire que j'ai 14 000 euros qui se sont évaporés depuis le début de cette baisse. Donc dites-vous que ça pique un petit peu, mais encore une fois, c'est pas du tout quelque chose qui m'empêche de dormir. Et je ne dis pas ça pour faire le fanfaron, c'est normal de flipper quand vous avez vos comptes qui sont en train de baisser, mais je pense que là on réalise que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça c'est le côté un petit peu inquiétant, mais l'autre chose c'est que quand on prend le recul de l'histoire, eh bien, ceux qui n'ont pas vendu se sont enrichis sur le long terme, et ceux qui ont continué à investir pendant les crashs, eh bien, se sont enrichis encore plus sur le long terme. Mais évidemment, mes choix et mes options ne sont pas les vôtres. Chacun doit faire ses propres choix et gérer son propre risque. Et bien voilà, chers amis, pour cette vidéo, je documenterai un petit peu l'impact de ce crash au fur et à mesure sur mon portefeuille, comme je l'ai toujours fait, parce que moi, je reste sur le pont. J'ai décidé de partager mon aventure d'investissement en transparence avec vous. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais commencé à investir, de suivre les vidéos d'investisseurs qui étaient plus avancés que moi, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui montre ce genre de choses, je pense que ça peut être utile de le faire. Donc si vous aimez cette démarche, je vous invite comme d'habitude à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, eh bien je vous invite à rejoindre la page Patreon. Il y a une communauté qui est très sympa, qui est très active, et par ailleurs vous accédez à tout un tas de contenus exclusifs. Je vous ai fait un épisode
épisode récent pour mesurer les dégâts sur le portefeuille que je construis. Le portefeuille que je construis en faisant du stock picking, contrairement au portefeuille que vous voyez chez DeGiro, qui est un portefeuille qui est tout à fait passif. Et ce que je vous montre également dans cet épisode, c'est je vous développe une méthode de valorisation des actions. Donc en fait une méthode pour être capable de déterminer ce qui est surévalué, sous-évalué ou ce qui est une bonne opportunité au sein d'un portefeuille. Évidemment, aucune méthode n'est parfaite, mais cette méthode de valorisation est quand même intéressante et je trouvais utile de vous la présenter. Et donc très régulièrement, je partage du contenu sur cette page, du contenu pédagogique pour vous aider à vous former à l'investissement. Prenez bien soin de vous et à très vite.